Tu ouvres. Tu ouvres? Ok. Voilà, je vais présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour plutôt, parce que d'habitude, la Plutôt, ouais. soirée, on se trompe. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Enzo, Fabrice, où nous allons aborder le sujet de la chasse à l'approche. Chasse qui, pour moi, est une chasse qui est intéressante et très, Très comment difficile. dire, on dirait très. Oui, mais imprévisible, c'est vrai, elle est prévisible. Et puis, on n'est pas, elle n'est pas définie à l'avance. Cette chasse, c'est une chasse qui est très belle parce qu'en fait, elle se découvre sur le terrain et c'est vraiment le prédateur. Il faut savoir s'armer de patience et d'observation. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez passer une super après-midi à l'aide de Fabrice qui va nous faire profiter de son expérience. On a Enzo qui est parmi nous, à qui je vais laisser la parole pour qu'il vous fasse un petit coucou. Et je vous dis à tout de suite. À toi, Enzo. Voilà, bonjour à tous, bonjour le groupe. J'espère que vous allez bien depuis hier. Donc aujourd'hui, comme vient de le dire Marc, on va approfondir sur la chasse à l'approche. Donc mode de chasse très difficile, mode de chasse que tout chasseur à l'arc rêve de maîtriser. Donc après, voilà, ça dépend des territoires que vous avez, ça dépend des biotopes où vous chassez, mais savoir faire une bonne approche, réussir une approche, c'est c'est magnifique et c'est super excitant. Donc je vais passer la parole à Fabrice, il va se présenter et je vous dis bon live à tous. N'hésitez pas à poser des questions, on vous répond en direct sans problème. À toi, Fabrice. Allez. Bon, mais bonjour à tous, hein. Merci pour cette invitation. Donc, je me présente. Je suis chasseur à l'arc dans le 33, au niveau du bassin d'Arcachon, président d'une petite association locale. Je vais vous présenter la chasse à l'approche au mieux que je peux par rapport à mon expérience. En toute simplicité, parce que je suis pas dans les vêtements de gamme et tout ce qu'on peut dire faire ou quoi. Puis voilà, je vais essayer de vous donner les astuces et essayer de vous guider un maximum de ce que je connais, du moins. Je pense que j'en connais un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis après, bon, point par point, je vais essayer d'argumenter tout ça. Voilà. Donc c'est très bien. Donc déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'une approche? Parce que c'est vrai que par rapport à la chasse à l'approche, c'est comme technique, c'est le but, c'est du prédateur, je pense. Mm, mm, mm. Mais effectivement, une Hein. approche, quand on fait une approche, on se sent enfin très prédateur parce qu'on doit approcher l'animal avec nos propres moyens, le sens du vent, pas de bruit. Et il faut marcher toujours dans la masse, donc suivre des bordures de feuillage qui soient quand même assez épais. Mais comme je disais encore tout à l'heure, c'est le mouvement qui nous trahit. Donc ça sert à rien d'avoir des vêtements qui coûtent un bras si le mouvement nous trahit, quoi. Moi, je sais que je fais de l'approche, enfin, je faisais l'approche en tennis, ou avec même comme astuce, des chaussures de plongée, où je me suis même coupé les waders pour faire marcher le plus doucement possible. Mais voilà, faut être simple, prendre son temps, prendre tout son temps, parce qu'on marche toujours trop vite. Dans tous les cas, on marche trop vite. Par expérience, souvent, on est hyper concentré les 2 premières heures, on marche comme un chat parce qu'on est à fond dans le truc. Il y a la fatigue et au bout d'une heure, 2 heures après, on commence à faire des erreurs, on marche de plus en plus vite, moins attentif, et bien c'est souvent là qu'on se fait avoir, quoi. Voilà, tout à fait. Donc voilà, les principes de l'approche. Donc Vas-y, moi, je te laisse continuer à nous. donc moi j'avais une Vas-y, question. ouais. Je sais pas, Marc, si tu peux me laisser juste la parole. J'avais une question concernant tes tenues de camouflage. Donc, tu y portes pas d'importance. Euh, Euh, Si, quand tu, même, enfin, je mets pas, je vais pas mettre le prix dedans. Je fais attention que je vois, même quand je vais mettre comme des Decathlon ou quoi, sans vouloir faire de pub, hein, du tout. ouais, Je fais attention que mes vêtements soient silencieux. ok, ouais, C'est tout, c'est pas plastifié ou que les chaussures, que ça craque pas ou que même des vieilles paires de tennis.
Ça suffit, même on connaît comme Alex ou quoi qui chassait avant, il me prenait une paire de chaussures, il faisait l'approche, quoi. Mais la simplicité, ça sert à rien une tenue shaggy, bon, si on peut, mais c'est le mouvement qui nous trahit. C'est pas, voilà. Et le mouvement, et bien sûr, bon, ça c'était la base, le sens du vent. On marche pas dans le dos. On peut sentir Coco Chanel. Si on est à bon vent, il ne sentira pas. Ça, je veux dire. Mais c'est les bases. Il faut chasser à bon vent, tout doucement, et marcher vraiment doucement. En fait, comme je me dis souvent, quand je rentre dans la forêt, je fais comme si j'en faisais partie. Je sais pas comment dire, mais comme si on faisait partie. Quand on rentrait dans une forêt sans la déranger et qu'on on fait corps avec la forêt. On devient un prédateur à part entière. Mais c'est peut-être, il y en a certains qui vont dire c'est poussé, mais dans sa tête, moi, c'est ce que je me dis. J'arrive et je me fais comme si, faut que la nature se mette en place autour de nous sans la déranger, qu'on arrive à rentrer dedans comme si on rentrait à un anniversaire, qu'on faisait pas de bruit, qu'on faisait pas attention à nous, mais rentrer dans la forêt sans pas faire un bruit, sans la déranger, qui nous sommesonne pas, et tout se met en place autour de nous et qu'on arrive. C'est ça la subtilité et qu'il faut se mettre dans sa tête, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Après ça, tu utilises du matériel pour t'aider, c'est-à-dire un télémètre, une pipette pour le vent. Bien sûr. Une pipette pour le vent. Bon, il y en a, à un moment, je mettais une petite plume ou un petit fil de poche poubelle ou un mini fil sur l'arc là. Ça suffit d'avoir une pipette, parce que c'est hyper sensible. Il y a tout un tas d'astuces comme ça pour le vent. Après, au niveau astuce, non, voilà, je fais attention d'avoir toujours des accessoires pour le vent, quoi. Après, normal, à l'approche, moi j'ai dit, il faut une paire de jumelles, une cordelette si on va attacher le chevreuil ou quoi, c'est important, un papier cul pour bien baliser. Mais voilà, il y a des bases. Télémètre, oui, j'utilise télémètre depuis pas très très longtemps. J'avoue, ça rend bien service. Ouais. Voilà, sur les accessoires, oui, tout ça. Mais surtout, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Voilà. Alors, on a une question. Tu peux la lire. Ah oui. Est-ce vraiment nécessaire tous ces produits anti-odeur de stocker mes vêtements dans du foin? Le fumeur, est-ce que rangeant l'odeur de la cigarette sur les mains ou les vêtements? Ben, je reviens toujours au même point. À partir du moment où on fait attention au sens du vent, je veux dire, si on est un mauvais vent, quand on est l'odeur de la cigarette ou l'odeur d'autre chose, ils vont nous sentir. Hein. Ça, y a pas, enfin, je me trompe peut-être, mais si on a un mauvais vent, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'odeur, quel que soit le parfum, ou qu'on a mis du foin, ou qu'on a mis, il nous sentira. Après, je sais qu'il existe des produits vraiment qui coupent l'odeur, qui sont sûrement efficaces, que j'ai jamais utilisé. Ouais. Mais j'estime que quand on est à bon vent, c'est pas un problème en soi. Quoi. Voilà, pas du tout. Voilà, bon. Après, je fais gaffe quand même. Avant de partir, il va falloir de pas, quand on fait la cuisine ou quoi, ou avant le soir de partir, de pas être en vêtements de chasse ou avec les odeurs de cuisine. Mais ça, c'est plus fort que moi. On y fait quand même attention. Ouais. Même si on sait que c'est de très bon vent, mais on y fait quand même attention. Voilà, mais moi, je peux donner un conseil parce que je suis fumeur, comme vous pouvez voir. Et souvent, je fais l'erreur quand je suis à l'approche de fumer même. Donc, d'avoir une cigarette. Et c'est vrai que ça ne réussit pas. Mais alors, à l'affût, ça ne dérange pas du tout. Donc, si je suis un auteur, je fume, j'ai toujours fumé, j'ai toujours tiré du gibier. Ça n'a aucune incidence dessus. Mais je sais qu'à l'approche, effectivement, il faut que j'arrête de fumer quoi, pour réussir mes approches. Ouais, je crois. Si je peux me permettre, Enzo, un affût au sol, la cigarette, ça peut aussi. Ben, écoute, sincèrement, si je suis à l'affût au sol, moi j'ai toujours fumé. Ça fait 18 ans que je chasse à l'arc. J'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours tiré du gibier, tout ça, même au sol, même à l'affût au sol. Le seul problème où j'ai vraiment remarqué qu'il y a des odeurs et tout, c'est quand tu marches. Donc, quand tu te déplaces, tu vois. Mais si tu es au sol, sincèrement, je pense que le cercle
de l'odeur, bon, ça dépend aussi du vent, hein, après. Mais sincèrement, moi, ça n'a jamais, jamais posé de problème. Et non, écoute. Après, de toute façon, c'est quand tu marches, c'est normal que tu déplaces des odeurs. Fabrice ne va pas me contredire. Si tu fais une approche et que tu écrases un pied de menthe, si cette odeur de menthe d'un coup est supérieure à la normale, ton gibier, si le vent n'est pas bon, il va être mis aux aguets. Ouais. Exactement. Tu comprends? Donc, c'est l'environnement qu'il faut se mettre, comme disait Fabrice, il faut rentrer dans l'environnement et se faire oublier dans l'environnement, tout en respectant le vent. Et puis, il ne faut pas suer comme un bœuf et laisser un litre de sueur derrière. Parce que, mine de rien, ça laisse des gouttes par terre. Et tout notre parcours comme ça, que si on sue, on marche comme un fou à 30 degrés. En plus, ce n'est pas des heures forcément stratégiques en plus. Mais ça n'aide pas non plus. Ouais. Ou quand on monte à l'affût, on monte de notre fin. C'est un autre sujet, le TS, le Tristan. Mais quand on monte à l'affût, quand on s'est fait 1 kilomètre, qu'on a sué, qu'on goûte partout pour aller au Tristan, ce n'est pas hyper stratégique non plus. C'est clair, c'est clair. C'est pas mon sujet, mais voilà, petite anecdote. Ouais. Donc là, nous avons une question déjà. Donc toi, déjà, les gens, par rapport à la tenue, c'est mettez-vous des tenues avec des zones fluorescentes pour votre sécurité au cas où un autre chasseur soit présent. Alors, non du tout. Mais là, je suis bailleur de 2 baux de chasse sur l'ONF, là. Et justement, je vais mettre en place qu'on ait au moins un chasuble fluo, parce qu'il y a aussi des carabiniers, nous, sur le territoire, et des archers. Et quand ils font l'affût sur les pare-feux, on va mettre, au moins qu'ils mettent à une branche en hauteur, un coup de jumelle. Si on voit un truc fluo, c'est que quelqu'un est à l'affût. Et au niveau des Tristans, nous, on n'est pas embêtés au niveau du petit gibier, tout ça. Enfin, pas trop. Donc, mais on mettra le chasseur à l'arc qui partira dans le bois, au bord du chemin, au bord du pare-feu. Je leur ai dit, enfin, c'est nouveau, c'est plus cette année, j'ai instauré le règlement là, c'est tout neuf, de mettre un fanion en haut de la branche. Donc, ça veut dire que forcément, tu as quelqu'un en place, carabinier ou archer. Donc, déjà, bon, j'avais réfléchi à quelque chose de trop contraignant, parce qu'en chasuble et tout, c'est pas top pour ceux qui font de l'approche. Mais quelque chose quand même qu'on puisse repérer de loin et qui soit plus facile pour tout le monde. Voilà. Un peu comme on faisait au début des battues d'archers où on signalait notre poste avec les brassards accrochés dans les branches. Voilà, comme on faisait avec du cage sur les battues silencieuses ou quoi. Mais en fait, c'est comme ça que ça va être fait sur le territoire. Bon, après, j'ai une piste cyclable et tout, donc il y a tout un tas de règles qui vont être instaurées. Mais voilà, il fallait, au niveau sécurité, ouais. C'est pas forcément sur le sujet de l'approche pure et dure, mais c'est bien d'en parler aussi. Ce qu'on fait de l'approche, qu'il y a un carabinier pas loin ou 2 archers, c'est pas la peine de faire une approche. Et s'il y a un copain qui est venu juste avant, ça aide pas. Voilà. Bon, sachant que généralement, quand on fait des approches, et surtout la chasse d'été, généralement les approches, on a des territoires qui sont assez définis par les présidents de la CCA, où c'est rare qu'on trouve quelqu'un dessus de prévu. Voilà. Alors, les personnes qu'on trouve dessus, généralement, c'est des personnes qui devraient pas être là, et donc c'est vrai que c'est surprenant. C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai une autre question. Je demande, car comme pour les bruits, je sais que le gibier ne craint pas les bruits de tronçonneuses ou autres, car sans danger pour eux. Alors je me demandais si pour les odeurs, certaines étaient plus source d'inquiétude pour le gibier, fumée de bois ou. J'ai vu, merci Enzo. Oui, effectivement, il y a des bruits, en fait, ils sont habitués, les animaux, ils sont pas fous au quotidien, comme les bruits des vélos sur les pistes, quoi, ils en sont habitués, ils savent que c'est un danger pour eux, ça les concerne pas. Au niveau de l'odeur, la fumée de bois, oui, j'ai entendu parler, effectivement, que la fumée de bois, apparemment, ça gênait pas les animaux, ou qu'on pouvait se couvrir avec, alors ça, c'est à confirmer, hein. Je me suis jamais penché sur le truc. Ouais. Effectivement. Mais un bruit qui est pas naturel ou qui leur fait peur, par exemple, on connaît tous le bruit comme un poulie, le bruit de la flèche qui tape dessus, ça, en général, non, ça va pas. Tout ce qui n'est pas bruit naturel, quoi. C'est ça. Donc, voilà, je voulais juste te montrer comment on procède, nous, pour les archers. Donc, chaque archer chez nous est muni d'un panneau. Donc, archer à l'affût, qu'on met au parking et à l'entrée du territoire. Donc, n'importe quel chasseur arrive sur le territoire, que ce soit un carabinier ou un autre archer, il sait déjà
il y a quelqu'un sur le territoire, donc il faut qu'il fasse attention. Chaque chasseur, il en a. Vous pouvez le commander. Hein. C'est sur le site distributionpleinair.com. Donc, ça vaut, je crois que ça vaut 1 € pièce. Et sincèrement, pour la sécurité, c'est vraiment top. Ah, c'est top, ouais, parce que si chaque archer en avait un ou quoi, ça serait vraiment pas mal. Ouais. Donc c'est moi en tant que président, donc je donne ça à tout le monde. C'est un gars de chez nous qui nous a donné l'idée et qui a acheté ça au Canada et il nous a amené un petit peu. J'en ai commandé là et chaque chasseur aura le sien. Donc bien sûr, mais c'est vrai qu'à la faut pas ça accroché sur le dos. Non, mais ça suffit de le mettre au parking parce qu'il y a toujours un parking attitré pour tout le monde, obligatoire. Chez nous, ça fonctionne comme ça. Nous, on a un parking attitré. Tout le monde doit se parquer sur ce parking-là. Il ne peut pas se parquer ailleurs et commencer à rentrer sur le territoire depuis n'importe où. Donc, on a des parkings attitrés aussi. Hein. Donc, j'ai pas compris. Donc, on a des parkings attitrés également. Voilà, justement. Tu vois, et nous, on marque le nom du chasseur au stylo indélébile. Donc, on sait qui est sur le territoire en même temps. Donc, c'est important. C'est important. C'est une idée. Voilà. Pour revenir à notre approche, Fabrice, on va repartir pour les novices, parce que bon, nous, on est quand même des chasseurs qui ont déjà pratiqué de l'approche, comme certains. Mais il y en a qui n'ont jamais pratiqué l'approche et qui l'appréhendent un peu, de peur de ne pas y arriver. Comment pourrais-tu nous décrire déjà ton arrivée sur un territoire pour faire de l'approche? Tes préparations pour faire une approche. Déjà, pour aborder un territoire, c'est bien quand même de le connaître un petit peu. Bon, même si on ne connaît pas, en faisant l'approche, forcément on apprend. Mais connaître les lieux de gannage, les points d'eau, c'est quand même important sur les approches. Ça permet de connaître un petit peu les trajets des animaux et stratégiquement, ça peut être pas mal. Bon, évidemment, le sens du vent, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Ça me paraît logique. Les vêtements et commencer à faire son parcours. Voilà, quand on a des coupes ou des petits laillons de petits pains, on sait que le brocard, on a des chances de le rencontrer, par exemple. Donc là, on peut commencer à dessiner son parcours ou des souilles. Il y a des souilles qui sont très fréquentées, des points d'eau où il y a les sangliers qui viennent même en pleine journée l'été. Stratégiquement, ça aussi, c'est pas mal pour faire de l'approche. Donc moi, je me prépare souvent dans ma tête. Je sais que j'ai tel ou tel brocard là, ou j'ai 2 ou 3 brocards. Après, au retour, je peux, dans le sens du vent, passer sur une souille. Et voilà, enfin, en tout cas, dans ma tête, moi, je me fais déjà mes trucs comme ça, mais en prenant surtout son temps. Moi, je sais qu'il y a des endroits où je sais que je peux rencontrer un brocard, comme d'autres. Et là, je commence à ralentir, vraiment regarder, faire attention d'où il sort, l'écouler. Voilà, mais c'est en faisant beaucoup d'approches, même si on ne connaît pas, qu'en faisant des erreurs, en faisant griller, en faisant envoyer dessus, qu'on commence à s'améliorer, à connaître le territoire, à connaître les animaux. Ça où ça devient intéressant l'approche, quoi. Beaucoup. Parce que je vois un brocard, enfin, moi, je vois il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier brocard à l'approche, au début, il m'a brouillé dessus. Et à chaque fois qu'il me grillait, la fois d'après, il changeait d'heure, il changeait l'endroit où il sortait. Et il y a un jeu de chat et la souris qui s'installe un petit peu. C'est ça qui devient intéressant. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. La prochaine fois, il fera attention qu'il n'y ait pas un arbuste qui s'approche à côté de lui. Voilà. Donc, c'est le jeu du chat et la souris vraiment se met en place de plus en plus. Et plus on se fait griller, plus il est méfiant, plus il va sortir tard. Ou alors, moi, ça m'est arrivé qu'il sorte même beaucoup plus tôt, justement, pour décaler d'heure, à force de courir après. Mais et puis, c'est là où tout le défi est l'enjeu de chasse à l'approche, quoi. C'est du vrai pistage. Est-ce que tu utilises des appâts? Alors, en appât, moi, j'utilise le basique, que le butolo pour le brocard. Ok, ouais. Je voudrais me mettre là dans d'autres appâts, mais bon, pour l'instant, je suis qu'au butolo uniquement. Ok, c'est ce que j'ai aussi. Bon, moi, je le fais uniquement depuis mon Tristan, donc que j'utilise. Mais je sais qu'à niveau d'appât, c'est ce qui marche bien. Hein. Oui, ça marche bien. Mais au sol, c'est quelque chose au butolo. Et déjà,
Butolo, il faut bien choisir l'endroit où on le fait, repérer s'il y a un mâle qui est actif dans le secteur, se mettre dans un endroit qui est un petit peu dégagé, mais en même temps on est caché, comme sous un chêne où les branches retombent un petit peu avec quelques fenêtres, que s'il arrive à fombader, on le voit arriver, mais il ne le voit pas. Il faut réfléchir un petit peu à tout ça quand on a un Butolo, gratter le sol, faire un cercle autour de soi, prévoir, parce que bon, ça, quand on débute, on le sait pas, on se fait griller, c'est trop tard. Mais si le brocard, on doit se tourner, la moindre craquement au sol, c'est fini. Donc, quand on fait un coup de Butolo, on s'arrête à l'approche, on fait un coup de Butolo, enlever les branches autour de soi, s'il faut pivoter, de ne pas faire de craquement. Ça, c'est des astuces, mais qui sont importantes quand même. Dégager les fenêtres et voilà, c'est à savoir. Voilà. Ou alors, si on ne le sait pas, on le sait après, à ses dépens. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Donc tu arrives pour ton approche, tu sors de ton véhicule, tu te prépares, tu fais quoi? Tu jumelles un peu ton territoire pour essayer de le repérer, ou tu te lances directement? C'est beaucoup de pare-feu de coupe. Donc, une fois que j'ai établi mon trajet, oui, je jumelle en avançant régulièrement quand même, que je ne me fasse pas. Mais voilà, je regarde un petit peu les traces, est-ce que ça a bougé avant que j'arrive aussi? Effectivement, je jumelle beaucoup, ouais. Je jumelle beaucoup. J'ai une question. Alors, est-ce que tu connais déjà ton trajet quand tu pars à l'approche ou tu fais en fonction des traces que tu trouves? Non, je me fais toujours mon trajet plus ou moins dans ma tête. Mais après, sur le terrain, des fois, je dis, tiens, je vais aller là pour voir plutôt. Ou alors, c'est que je me suis fait griller d'entrée, j'étais mauvais. Je lui dis, bon, on oublie le secteur. Il a averti tout le monde et là, je change de secteur. Mais je vois en fonction de ce qui se passe sur le terrain, oui, souvent. Mais dans ma tête, comme tous les passionnés, on se fait déjà des films en tête, on se fait déjà ses trajets, on s'imagine déjà le beau 6 qui nous attend là. Donc, on se fait déjà ces trajets. Voilà. Et un point important quand même aussi quand on arrive à l'approche, parce que bon, on n'y pense pas, on se gare en voiture, on croit que on va se faire griller bien plus loin si on se fait griller. Mais faites gaffe à ne pas claquer les portes, faites attention, parce que moi ça m'est arrivé l'été dernier, de sortir du 4x4, marcher un peu touriste, le temps d'arriver à la coupe. J'avais un brocard qui était à 30 mètres derrière un pin qui m'envoyait dessus. Alors je l'avais un peu là. Mais parce qu'il était juste à côté du parking, il m'a entendu arriver, mais comme ils sont habitués aux voitures, ils font pas. Une voiture, c'est pas un problème. Et quelqu'un qui marche sur le chemin, faut être attentif à pas où on arrive sur le parking. Même si on n'est pas encore sur le lieu d'approche, entre guillemets, on peut y avoir des bonnes surprises. Voilà. Et donc, dans la continuité, on me demande pour les approches, plutôt arc à poulie ou traditionnel? Là, c'est quand même c'est très très personnel. Effectivement, un arc à poulie, on peut tirer, il y en a, on tire à 20 mètres sans problème normalement quand on est un minimum entraîné. On est vite précis. Après, radio poulie, le tradi, surtout sur du sanglier, on tire à 15 mètres, 15-12 mètres sur l'arc traditionnel. Après, c'est un choix personnel. Effectivement, au poulie, on a plus d'occasions de tir qu'au tradi, on va en avoir moins. Un tradi, il faut s'approcher très près. Mais c'est pas la même chose parce que moi, je suis en plein dedans parce que j'ai envie de me mettre sérieusement à chasser au tradi, justement, sur le territoire, le grand gibier. Même j'ai eu quelques petites expériences. Et je veux faire du tradi pour pousser encore plus le truc, de m'approcher encore plus près parce que quand je vais tendre l'arc, effectivement, je peux pas rester tendu pendant, je sais pas combien de temps, le temps qu'il passe la branche. Je veux pousser encore plus le vis et la difficulté. C'est ça qui m'intéresse. En fait, je préfère maintenant, par rapport à avant où j'ai fait des grosses saisons en poulie, la qualité que la quantité, en fait. En gros, je préfère faire qu'un brocard ou un sanglier à l'année au tradi, et vraiment, même si j'y passe du temps. Et après, c'est vraiment personnel. Mais comme j'ai passé beaucoup de saisons au poulie où, voilà, j'ai pas mal prélevé, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Pousser un peu plus. Parce que quand on repère un brocard, souvent, enfin, c'est là où je dis il faut prendre son temps. Il ne faut pas se presser, il faut attendre qu'il passe un obstacle. Et dès qu'il passe un obstacle, on tend tranquillement. Et dès qu'il a passé, ça permet de se mettre sur l'épaule et lâcher. Au tradi, voilà, faut vraiment tendre au bon moment. On reste 5 secondes tendu, mais c'est pas la même chose. Mais surtout, un animal, quand vous êtes à l'approche, souvent c'est ça le cas du nouveau. On voit l'animal enfin, on fait une approche, enfin, on en a un à 30 mètres ou quoi. Faut pas, c'est logique de monter en stress et tout, parce qu'on est tellement passionné, on rêve de faire son brocard à l'approche. Il faut prendre tout son temps. Si vous n'avez pas vu, ça n'a pas sorti, il partira pas de toute façon. Il faut vraiment 5 mètres, puis un autre, le laisser faire, avancer.
Mais c'est facile à dire, hein, parce que moi, je suis un Ouais. peu curieux. J'ai mis, du temps il fallait que je souffle un grand coup. J'attendais derrière mon arbousier, là. Je le voyais faire. J'ai essayé de redescendre la pression. Après, j'avançais. Souvent, j'enlevais mes chaussures et je partais en chaussettes dans le sable parce qu'on a un biotope comme ça. Ça m'a coûté quelques épines, mais moi, je l'approchais. Mais faut vraiment prendre tout son temps. Tranquillement, on n'est pas pressé. Il est là de toute façon. Il n'y a que vous et le brocard. Donc, faut laisser faire et prendre son temps. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Et si je peux, sur une approche, les derniers mètres, généralement, c'est pas vous qui les ferez, c'est le gibier qui les fera vers vous. Ça arrive. Donc, là, c'est ça. Donc, là, c'est l'avantage. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Et une approche, il faut une question de temps. Et comme je le dis toujours, et je le répète à chaque fois dans les lives, le meilleur instructeur pour la chasse à l'approche, c'est le chat. Prenez un chat dans un champ, c'est lui qui vous apprendra à faire une belle approche. Il peut se mettre au milieu d'un vol de pigeons, et il se fera oublier des pigeons. Le but de l'approche, c'est de savoir se faire oublier de la forêt et des animaux. Voilà. Exactement. Il faut essayer de marcher comme un chat. Ouais. Et voilà. Et question, et marcher comme un chat, et marcher les pieds à plat. Et non comme un humain. Un humain pose d'abord le talon et les orteils, ce qui fait 2 ondes de choc sur le sol. Un animal ne pose son pied qu'une seule fois, et il n'y a qu'une onde de choc. C'est des détails, mais selon les approches, c'est pas évident. Surtout, Fabrice me contredira, par temps sec, vous avez des brindilles, ça va craquer. Le moindre son, l'animal se mettra sur son éveil. Exactement. En parlant de ça, d'ailleurs, quel est le temps qui, pour toi, serait le mieux pour faire une approche? Le temps, faut pas en mois d'août, en plein après-midi, sûrement pas. Il faut un temps frais, enfin, le matin, le soir, quand il commence à faire bon, c'est là où les animaux bougent souvent. Si le temps le permet, les coups entre midi et 2, c'est excellent, malgré ce qu'on pense. On n'y pense pas souvent, mais les coups entre midi et 2, c'est bon. Mais il faut qu'il fasse bon, en fait, pas trop chaud non plus, le soir et le matin, dans les temps. Et quand il fait gagner, ils vont se mettre à l'ombre, ils vont se mettre sous les arbres. Après, il n'y a pas de problème parce que la température est bonne ou l'automne, mais l'été, c'est moins évident. Il faut faire attention à la température quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, il faut connaître bien son gibier. Il faut savoir qu'un chevreuil, un brocard, va sortir à peu près toutes les 3 heures pour s'alimenter. On sait que l'animal, toutes les 3 heures, va bouger. Ensuite, pour compléter, c'est vrai qu'un temps frais, un temps pluvieux, c'est idéal. Le bruit de la pluie sur les feuillages vous marque au bruit d'approche. C'est tout bête. Bon, c'est vrai qu'on se mouille, mais bon, c'est pour approcher, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il faut savoir un temps très sec, il faut éviter les approches en sous-bois. Parce que là, vous allez vous faire capter, mais avant même de le voir. Tout ça, c'est son biotope qu'il faut connaître. Et je pense ça va faire partie des alliés. Il faut mettre ce côté de ce biotope du côté de nos alliés et non de nos ennemis. Un bon vent, c'est un allié. Vous mettez au vent, c'est un ennemi. C'est un vent tournant, c'est un ennemi. Oui, exactement. C'est une ombre le long d'une haie, ça peut être un ami. Comme ça peut être aussi un ennemi selon comment il est éclairé. Voilà. Bon, après, je vais pas. Fabrice le sait aussi bien, va nous dire des petites astuces. Mais c'est vrai que ça fait partie d'une chasse, d'une approche. Mais l'approche, on n'a pas droit à l'erreur. C'est ça qui, justement, comme tu disais, tout y joue. La pluie, on approche silencieusement, mais il faut se dire aussi que l'animal, il va s'approcher de vous comme un chevreuil et sanglier le long d'un layon de pin. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, vous marchez, vous allez avoir 1 mètre parce que vous ne l'avez pas entendu arriver. Donc ça va aussi dans les deux sens. C'est bien pour nous, on n'entend pas, mais nous, par contre, on n'entend pas non plus, quoi. Parce que si on est sur un siège, on n'entend pas arriver, on le voit devant nous au dernier moment, c'est pas un souci, mais à l'approche, c'est pas la même. L'histoire de l'ombre, c'est pareil. Mais ça marche moins. Enfin, ça m'est arrivé de me faire griller en siège quand on se lève au dernier moment et qu'on a notre ombre sur la place d'un seul coup et l'animal s'en va. Faut faire très attention à ça. Moi, je sais que je surveille beaucoup. Faire attention que j'ai pas mon ombre sur là où je vais tirer parce que je sais ou alors faut pas bouger l'ami là. Mais le soleil trahit dans le dos. Ça trahit beaucoup. Faire attention.
Mais de toute façon, à l'approche, il faut se servir faut s'adapter au temps qu'il fait et s'en servir au mieux pour nous. Sachant que l'animal a les mêmes armes que nous, avec l'ouïe beaucoup plus développée que nous. Donc, c'est ça justement qui rend intéressant l'approche. Il y a une question, tu peux lire, question bête, mais au permis, on nous apprend que le tir couché est interdit. Ah ben, je ne savais pas ça. Est-ce possible à l'approche de flécher couché, accoupli, ou bien il faut être debout? Alors, moi, tirer debout, ça m'est arrivé parce qu'il faut que je me lève, je suis en contrebas pour pouvoir le flécher. Ouais. Mais j'avoue, je tire souvent un genou à terre ou les deux genoux, souvent à l'approche. J'essaie d'être le plus bas possible, justement, pour qu'il nous repère moins, parce que forcément, on connaît tous l'animal. De loin, ce qu'il voit l'homme, c'est justement cette forme-là, la tête et les bras qui pendent. Et c'est ce qui nous fait griller. Il doit être à hauteur des arbustes et de la végétation. Souvent, je suis un genou à terre et puis je tire un genou à terre pour être le plus bas possible. Couché, non, à part pour faire la sieste en coup de fatigue, mais, mais sinon, non. Mais c'est vrai que moi, je m'entraîne pas mal au tir assis directement ou à genoux. Et ça fait toute sa différence, même quand on est directement sur le Tristan. Souvent, je tire assis, je me lève même pas. Tu vois, je m'entraîne pour ça, donc ça pose aucun problème. Il faut vraiment s'entraîner, quoi. Mais justement, l'entraînement chez soi ou quand on s'entraîne un peu à la bilabode ou quoi, c'est pas que la bilabode est intéressant. Il faut s'entraîner dans toutes les postures. Enfin, c'est peut-être un autre sujet, mais parce qu'à l'approche, on sait qu'on n'est jamais en tir académique. Enfin, c'est assez rare quand même. Souvent, il y a un arbuste, il faut se pencher un petit peu pour être derrière, faut se pencher un peu. On n'a jamais on n'est pas en train de passer l'examen du permis là. On est sur le terrain et il faut s'adapter au terrain. C'est important. On sera souvent dans des positions un petit peu compliquées à l'approche d'ailleurs. Parce qu'on va gagner 5 cm, on va se pencher un peu pour essayer d'avoir l'épaule dégagée. Si à chaque fois on attend de se mettre debout comme ça à droite, les pieds parallèles, c'est foutu. Hein, ça va être... c'est ça. Tout à fait. Ça, on va pas tirer beaucoup d'animaux. Voilà. Marc, allume ton micro. Ouais, on t'entend plus, Marc. On m'entend plus, me voici. Et c'est vrai que bon, pardon messieurs qui tirent à l'arc traditionnel, mais c'est vrai que ces situations où on tire dans des positions qui sont pas du tout atypiques, le poulie est quand même plus pardonnant. C'est-à-dire qu'on peut mieux tirer, on peut tirer plus dans des positions qui sont complètement aberrantes avec un poulie, alors que l'alignement avec un traditionnel est vraiment obligé, quoi. Donc c'est vrai que mais après, bon, pardon, messieurs, je vous respecte. Voilà. Donc, à l'arc tradi, faut s'entraîner aussi, rien n'empêche. Il y a des spécialistes un petit peu même sur le groupe là. Mais à l'arc tradi, moi souvent, je tire souvent penché, rien n'empêche de tirer penché et rester aligné. On peut se pencher un peu, mais effectivement, oui, on a moins de souplesse qu'avec un poulie dans certaines situations. Mais au tradi, moi je m'entraîne beaucoup genou à terre, de genoux, un petit peu penché, un petit peu. J'ai un copain avec qui je m'entraînais beaucoup dans toutes les positions. Un spécialiste qui nous regarde, c'est Greg. Je vois que Greg nous regarde, donc il peut mais j'ai pensé à lui, je n'ai pas voulu le flasher quand même devant tout le monde, mais j'ai pensé à Greg, oui, qui est un grand spécialiste. Mais je vois qu'il nous regarde, donc. Alors, c'est pour nous admirer. Donc après une bonne école pour l'approche, Greg peut me contredire, Fabrice aussi, et ceux que je connaisse, une très bonne école pour commencer l'approche, c'est de commencer, faites du ragondin. Allez faire de l'approche sur des ragondins. C'est facile, entre guillemets, mais c'est quand même de l'approche, et vous aurez plus d'occasions de tir, et vous familiariser avec votre approche, comment aborder le gibier. Mais après, il faut avoir lui, je crois qu'il a pas mal de territoire pour ça. Hélas, nous, ici, on n'a pas de zone pour le ragondin. Mais effectivement, oui, le ragondin, ça peut être super intéressant, je pense. Voilà. Et il faut avoir du stock de flèches aussi, c'est important. Et une bonne canne à pêche. Une bonne canne à pêche. Voilà, ah oui, donc... je vois un petit peu les questions, mais je regarde sur mon portable en même temps. Pour le tir couché, je crois qu'il parlait d'un animal couché. Et pas du couché. On dirait, ouais.
Un animal couché, Ouais. ça dépend comment la positionner. C'est possible, mais il faut être sûr que ça rend. Faut choisir le bon angle quand même. Il faut être sûr du coup. Ouais. Après, tirer un animal couché, ça arrive, ouais, mais bon, ils sont plus debout généralement, hein. Ouais. Bon, après, Un si on est animal, très fort, on peut tomber sur les animaux couchés, hein. Mais, ouais. mais bon, Et à puis on part se fait que griller avec les... devant nous, il se souille, ça rien un cochon qui se souille devant nous, il se met les quatre pattes en l'air. Mais bon, faut être très vigilant sur l'angle de tir. Après, si on Ouais. tire devant, derrière l'épaule, il n'y a pas de raison, hein. Même sinon, je l'ai pas tout à fait. Ouais. Après, il y a des tirs académiques qu'on ne nommera pas ici, mais Voilà. Oui, Marc, il connaît à qui je pense. certains de mes prélèvements qui ont marché, mais bon, Mm. je Ouais, ne fais pas mais le. après, Ouais, tout à donc fait. là, donc on est parti sur de l'approche, donc on a le vent, les éléments, le truc. Comment abordes-tu ton approche une fois que tu as repéré ton animal? Tu l'as assez loin, tu sais, en loin, pas de suite, mais tu l'as assez loin. Procèdes-tu pour faire ton approche? Vas-y, comme dirait notre président, parti saut de grenouille. Euh, hein, ou vas-y, tu vas dans une fluidité, comment tu procèdes? Bah, ça a coupé un petit peu, mais j'ai compris ta question dans l'ensemble, dans son ensemble du moins. En fait, quand on voit l'animal, si c'est dans le cadre où c'est possible, mais c'est compliqué à faire, j'essaye quand même d'anticiper un petit peu son mouvement, de savoir vers où il va aller, comme c'est des fois il va traverser, il va aller à la coupe ou quoi, donc des fois je peux anticiper sur mon mouvement pour essayer de l'avoir. Et j'avance par rapport aux obstacles que j'ai, au feuillage, toujours en restant dans cette optique de masse, ça c'est sûr. Comme je vois les arbres genêts rester cachés derrière. Et dès que je vois qu'il avance, qu'il a la tête un petit peu cachée, ça me fait gagner quelques mètres. Mais la stratégie au niveau du sol, je regarde si le sol aussi m'est coulé. J'ai des endroits où plein de brindilles, ça va être compliqué de l'approcher. Donc tant pis, je vais le contourner pour passer dans les endroits un peu plus propres. Voilà, je regardais le sol, forcément le vent, parce que si je peux le contourner ou pas. Mais voilà, il faut tout observer. Il faut prendre son temps, mais il faut être aux aguets surtout. Est-ce que le temps que je regarde au sol, il a pas changé de direction? Ou est-ce qu'il n'a pas un congénère où il n'est pas tout seul et qu'il peut me griller? Mais le sol, les obstacles, tout, faut regarder. Donc là, j'ai une question. Quels animaux sont plus délicats à l'approche par rapport à leur odorat? Et oui, chevreuil, cerf ou sanglier? Oui, et odorat. Alors, je dirais que par rapport à mon expérience, le chevreuil est beaucoup, beaucoup plus aux aguets, à regarder partout, justement, à nous surveiller, à être sur le vif tout le temps. Parce qu'il y voit beaucoup mieux déjà. Le sanglier, parce que le chevreuil, lui, il va manger, il va vous faire croire un petit peu qu'il vous a pas vu, il peut avoir vous repéré, puis il va regarder un petit peu du coin de l'œil. Vous vous sentez tranquille, mais en fait, il vous a repéré. Il vous regarde tous les 2 secondes, il lève la tête. Et là, déjà, c'est pas trop bon. Le chevreuil est vachement plus aux aguets. Le sanglier, il y voit moins, mais au niveau de l'odorat, là, par contre, forcément, quand on a un sens moins développé, l'autre se développe beaucoup plus. Et le sanglier, là-dessus, on n'a pas droit à l'erreur au niveau de l'odorat, quoi. Et le mouvement, bien sûr, mais ça, c'est n'importe quel animal. Le moindre mouvement, c'est mort. Mais c'est au niveau de l'odorat, le sanglier est beaucoup plus pointu. Mais le chevreuil est beaucoup plus aux aguets. Voilà. Aux aguets, puis il y voit très Et bien. Voilà, par il rapport voit très bien, on va dire. ouais, il voit très bien, il est très malin. Alors, Ouais. une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas trop les approches. Quand un chevreuil, vous avez l'impression qu'il se met sur l'œil. Vous ne bougez plus. Attendez, parce qu'il va baisser la tête pour faire semblant de manger et il va le redresser aussitôt pour voir si vous avez bougé. Et si entre-temps vous avez bougé, vous êtes cuit. Ouais, exactement. Généralement, quand vous sentez que le chevreuil vous a à l'œil, même s'il baisse la tête pour manger, ne bougez pas. Attendez qu'il remange régulièrement. Une fois sur deux, il relèvera la tête instantanément pour voir si vous avez bougé. Et là, vous serez mort. Mais le chevreuil, en fait, il est il est malin, il est sur le vif, mais je le trouve pas. C'est pas qu'il est facile, mais là où j'arrive à l'avoir, justement, c'est comment bien m'exprimer là-dessus, c'est La qu'il est très curiosité.
c'est qu'il est très territorial par rapport au sanglier. Enfin, lui, comme il est territorial, il va rester dans son territoire, il va revenir au même endroit, il va marquer tout le temps ces trucs. Et c'est ça, c'est en fait son côté territorial, c'est son tendon d'Achille au brocard. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai déjà eu arrivé à avoir des brocards comme ça où il part en aboyant très fort. Bon, là, c'est gaufré, mais je suis quelqu'un d'assez gaufré. Il part en aboyant très fort et le temps qu'il aboie, il fait beaucoup de bruit. Il tape, il aboie et au lieu de me dire, mince, je suis grillé, je m'en vais. Et chaque fois qu'il aboyait, j'avançais vers lui, vite. Même en faisant du bruit, j'avançais vers lui. Il arrête d'aboyer, je m'arrêtais. Il continue à aboyer, à tourner dans le bois comme un fou là, parce qu'il se met en colère. Ça, c'est sa faiblesse. Et il continue à aboyer, continue à aboyer. Et puis moi, le temps qu'il s'énerve, qu'il aboie dans le bois, et bien, j'avançais vers lui. Et dès qu'il arrête de s'énerver, j'attends tranquillement. Il tourne, il croit être à bonne distance par rapport à là où il nous a grillé. Sauf que nous, entre-temps, on a approché de lui. Mais ça, l'animal, il peut pas y penser. Et c'est gaufré comme stratégie, mais ça marche. Il faut pouvoir le faire. Mais moi, j'ai déjà approché les brocards comme ça, qui m'ont grillé, qui partent en aboyant comme des fous. Mais je les ai suivis, tout simplement. Je suis sur leur territoire parce que des fois, ils s'énervent un bon moment, mais j'approche. Et bien, au bout d'un moment, vous avez à côté. Ils ne soupçonnent même pas que vous l'avez suivi depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être un plan B. Mais pour y arriver, je ne dis pas que c'est fastoche, hein, mais voilà. C'est pas évident. Ça, c'est comme le mal. Voilà. C'est comme le mal dominant. Quand il t'aboie, mais des fois, il suffit de l'aboyer. Mais le fait d'avoir un autre mâle sur le territoire, il va revenir. Voilà. C'est ça. Le frottement des bois aussi, une branche des branches. Le fait, il y a quelqu'un sur son territoire, il va venir voir ce que c'est, qui est sur son territoire. Mais ça, c'est des astuces. Et il y a un truc qui est marrant. Si on nous voit, on nous prend un petit peu comme un fou, mais c'est pas grave, hein. J'en suis un petit peu dans ma passion. Mais quand il y a un brocard pas loin là qui tape des branches là, comme c'est très territorial, vous mettez à quatre pattes, je suis désolé pour le terme, et vous secouez l'arbuste, vous le secouez fort là vers lui. Il croit que c'est un autre brocard qui tape, et là ça l'interpelle. Faut secouer comme ça la branche, ça fait un bruit de branche et vous savez les petits pins. Et il faut essayer d'imiter un petit peu l'animal quand on fait ses approches. Des fois, tant pis, vous ne faites rien, vous l'avez mal fait, mais il faut tenter de l'imiter. Des fois, ça peut être sympa, ça peut donner des situations qui sont assez. Et puis moi, de connaître l'animal et comment il va réagir. Mais en période de rue, comme il est un peu fou et un peu énervé, des fois, c'est sympa. C'est sympa. On rigole bien. Donc, j'ai une question c'est Jean-Luc qui pose la question. À propos de la tenue idéale, camo ou pas, Gilly. Alors moi, la guille, bien. Ah, excusez-moi. La guille, bien, en évitant les ronces. Voilà. Ouais. Voilà. Petite expérience. Donc, voilà, je pense que tout le monde a eu la même chose. Évitant les ronces, ça marche bien. Toujours pareil, si on reste dans la masse, hein, parce que tenue 3D, guilly, tout ce qu'on veut, si on est en mouvement, c'est mort, quelle que soit la tenue camo, comme je reviens toujours au même. Mais effectivement, quand on est au pied d'un gros arbre très feuillu, un arbuste, quand on est en tenue shaggy, on ne bouge pas, on est absolument invisible. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je parie que sans shaggy et ma tenue camo, ma cagoule, je suis au pied d'un arbuste, je ne fais pas un mouvement, il ne me repère pas. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, c'est chacun a son expérience. Mais moi, je pense. On est habillé tout en noir, on ne voit pas. Et sans avoir des tenues Realtree ou tout ce qu'on veut là, toutes les sortes de camos qu'ils font, on est tout en noir entre un feuillage, ils ne nous voient pas. Alors moi, je voulais juste répondre un petit peu à la question d'avant concernant le cerf. Alors le cerf, c'est la même chose, très très difficile à approcher. Quand on a plus de chances de l'approcher, c'est en période de route, parce que là, il s'intéresse vraiment pas à nous, à l'environnement. Mais le restant du temps, le cerf, c'est très difficile à approcher. Donc ça, c'est par expérience que j'ai sur le cerf. Idem pour le chamois. En période de route, on peut l'approcher sans aucun problème. Donc en dehors, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, nous, on n'a pas cette chance de pouvoir tirer, enfin, à part un, mais on n'a pas beaucoup de cerfs à tirer ici, donc on ne peut pas faire beaucoup d'approches dessus. Moi, à l'approche, j'ai fait baisser sanglier, chevreuil, principalement. Bon, sanglier, c'est sympa aussi à faire à l'approche, mais cerf, non. Enfin, j'ai fait pour le plaisir à l'approche, pour tout dire. Quoi, l'été, on n'a pas le droit. Je fais des approches pour m'approcher d'eux. C'est un peu plus tranquille. Ça m'est arrivé derrière chez moi. Pour le fun, pour me dire, je les ai approchés, mais
Voilà, après, une fois que la chasse commence, ils repartent sur le territoire limitrophe et on ne les voit plus. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure du bruit, des sons. Tu me parlais, tu me donnais des exemples pour les chaussures, pour les approches. C'est vrai qu'on marche beaucoup en approche, mais que conseilles-tu comme chaussures, toi? Alors, ton avis? Parce que moi, j'ai mon avis aussi, mais bon. Vas-y, ouais, ben, tout le monde fait son avis par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'on a quand même tous une paire d'années dans la chasse, à l'arc, je pense. Moi, j'ai fait quand j'ai commencé, chez moi, comme je disais, les vieilles paires de tennis avaient des semelles assez souples, forcément, pour sentir un petit peu les branches dessous. Ça va très, très bien. Et après, j'essaie de réfléchir un petit peu à la question. Et donc, il y a les chaussures de plongée qui marchent très, très bien. Voilà, parce que c'est souple, ça fait pas de bruit, on sent tout ce qu'il y a dessous. Et moi, le truc que j'avais fait, j'avais des vieilles waders, vous savez, en matière pour la plongée, là, en tissu. Là. Et j'avais coupé justement le bout pour faire des chaussures. Et bien sûr, parce que bon, à mes dépens, je me suis aperçu qu'il fallait mettre une semelle de tennis à l'intérieur de ces chaussons. Ça permet, quand vous avez des petites épines, de faire une approche souple et de pas trop les prendre sous les pieds. Donc, je m'étais mis des semelles dessous, coupé les waders et je me suis fait les chaussures d'approche comme ça. Et c'est super léger. Bon, esthétiquement, on ne pourrait pas défiler de mode, mais de toute façon, il n'y a que vous. Et c'est très efficace. Et en chaussettes, bien sûr, mais ça, c'est que des fois, ça m'est arrivé de partir en chaussures de marche. Et vraiment, je voulais être sûrement à l'approche. Et les approches, c'est difficile. Partir en chaussettes quand il n'y a pas trop de piquant, c'est terrible. Enfin, dans le sable, là, vous marchez comme un chat. Même avec 85 kg, 87 kg, vous arrivez à marcher comme un chat. Voilà. C'est ça. Faut éviter, je pense, les chaussures avec des semelles raides. Parce que le problème, c'est que le fait d'avoir des semelles trop raides, vous allez faire beaucoup plus de bruit et pas comment dire, envelopper le terrain. C'est le risque. Voilà. Donc, on a une question sur les chaussures, justement. Est-ce que sur des chaussures en peau de mouton, pourrait être efficace pour masquer les bruits? Des surchaussures. Des surchaussures. Pour masquer le bruit, peut-être un peu, mais c'est surtout qu'il faut avoir des chaussures, d'avoir les semelles plus fines possible pour sentir ce qu'on a sous les pieds, pour épouser le sol le maximum. Voilà. C'est surtout ça qui est important. C'est pas le côté de masquer le bruit, c'est le côté de sentir où on met les pieds. Parce qu'une branche un petit peu costaud, pas une toute petite brindille, mais qui casse vraiment, peau de mouton ou pas, à mon avis, ça peut être atténué un peu, mais à mon avis, il faut se pencher plutôt sur le côté de la semelle et d'être le plus. Voilà. Ensuite, c'est sûr que les chaussures, il faut les adapter aussi toujours, on revient toujours au terrain. Si vous faites une approche en montagne, vous ne pouvez pas y aller avec des chaussures de plongée. Il vous faut des chaussures quand même qui soient si vous faites une approche sur du sable, vous pouvez le faire en chaussettes. Si vous faites une approche en forêt avec des épineux et des ronces, vous ne le faites pas en chaussettes. Hein. Voilà. Faut faire attention aux épineux. Donc, on revient, je pense, toujours au même point, l'étude du biotope dans lequel vous allez chasser. Bien connaître, vous connaissez bien votre territoire, bien l'étudier. Oui, exactement. Parce que moi, je parle ici, sur ce live-là, je parle de ma propre expérience, de mon terrain, de ce que je fais, de ce que je vis et comment je m'adapte par rapport à cette chasse. Donc, comme tu relèves aussi bien, dans d'autres régions, il faut s'adapter, il faut que tout le monde s'adapte au terrain. Au territoire. Ouais. Voilà, au territoire. Moi, j'ai toujours habité ici, je suis né ici, je suis né dans le sable. Donc, j'ai ma propre expérience. Mais moi, si je devais parler de la montagne, c'est sûr que j'en serais incapable parce que, pas en vacances, j'ai jamais chassé. Non, c'est sûr. Voilà. Donc après, c'est toute une approche, c'est une schématique. Donc, les astuces et des astuces toutes bêtes dont on n'a pas abordé le sujet, mais qui doit intéresser beaucoup de monde. Les moustiques. Comment fais-tu l'été pour éviter les moustiques? Alors, les éviter, je ne suis pas assez fort pour ça, mais il existe, il y a des produits. Alors, il y a une astuce, il y a le 5 sur 5, là, le vert, qui est spécial vêtement, qui est sans odeur, qu'on prend en pharmacie, c'est 8 € la bombe que je mets sur moi. Et voilà. Et de toute façon, odeur ou pas, encore une fois, comme je dis, si on a un bon vent, le produit à moustique, il peut sentir. Peu importe, mais bref. Mais il y a celui-là, il y a le 5 sur 5 sans odeur que je mettais beaucoup. On met sur les vêtements, ça dure un bon moment.
Et c'est assez efficace. Donc, on peut en mettre sur la cagoule, partout, il n'y a aucun problème. Vous imprégnez tous les tissus, le pantalon et les gants. Il n'y a que ça que j'ai trouvé à peu près bien. Mais sinon, ben, je fais avec. Je fais avec, mais après, l'odeur, voilà. L'odeur, si on est en approche ou en Tristan et que l'animal arrive de dos, enfin, il arrive à bon vent, enfin à mauvais vent, ça dépend comment on voit les choses. Vous avez mis un anti-moustique fort ou pas, il va grogner, il va s'en aller, quoi. Voilà. Si vous êtes à bon vent, ben, même si vous sentez l'anti-moustique, c'est pas un souci. Après, Voilà. moi, je suis très simple et très, je suis pas de chichi entre guillemets à la chasse, je suis assez terre à terre. Après, chacun, voilà, Ouais. les choses. Non, mais en tant que chasseur d'approche, on sait que les moustiques, l'été, quand tu es dans les grandes herbes à quatre pattes et que tu as les moustiques, hein, et que tu es à 50 mètres de ton brocard et que tu as les moustiques qui attaquent, tu passes Ouais. un mauvais quart d'heure. Oui, exactement. Et les mouches plates, c'est pas mal aussi. Ils en sont farcis tout le temps. Ouais, et puis rester concentré. Faut pas faire de mouvements. Et quand tout est fait pour faire des mouvements, faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Donc, Ouais. les astuces. Après, il faut penser une chose. Fabrice parle beaucoup de vent. Il faut penser une chose. Vous pouvez être à bon vent pour votre objectif. Par contre, pensez qu'un chevreuil, si vous faites du chevreuil, il n'est pas forcément seul. Ouais, exactement. Donc, observez bien le périmètre de votre chasse. Parce que votre objectif peut être devant vous à 50 mètres, mais vous pouvez avoir un autre animal juste derrière vous à 10 mètres. Et lui va vous prendre au vent. Donc, observez bien votre périmètre de chasse. C'est des détails, mais c'est important. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire attention vraiment, voilà, qu'ils soient pas plusieurs, surtout qu'il n'y ait pas plusieurs animaux. Il faut bien regarder autour de soi, hein. Bien, 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 bien. Vraiment, parce que faire un approche sur un magnifique broc et qu'il y a la chevrette qui était à côté, qu'on n'a même pas fait gaffe tellement qu'on était focalisé dessus et qui nous Ouais, aboie à travers, c'est un peu dommage. c'est ça. Et là, tu te dis, j'ai perdu. Voilà, c'est un peu Ah comme ouais. les approcheurs sangliers qui sont 5 ou 6. Faut se dire que c'est x2 parce que ils sont, voilà, il y a beaucoup plus d'yeux. Il y a des yeux C'est partout. ça. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a un qui vous a peut-être repéré ou pas. Vous êtes focalisé sur un, mais il y en a 5 autres. Ils sont peut-être. Donc là, ouais, là, c'est compliqué. C'est beaucoup plus C'est compliqué. compliqué. Ouais. C'est pour ça que je pense que l'approche, c'est vraiment le rapport gibier-prédateur. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'un seul objectif. Vous devez vous fondre dans la forêt et prendre tous les éléments de la forêt en compte. Ça fait, Ça ouais. peut être le vent, la pluie, les ombres, les bruits, tout. Parce que votre gibier, vous allez le voir, si vous gardez qu'un seul objectif en tête, vous allez oublier tout le reste. Et le problème, c'est que le reste, faut s'en servir. Hein, je pense que Fabrice peut. Tout à fait. Et Hein, je parle de marcher tout le temps, marcher, parce que logique, on approche, on marche. Mais faites des pauses régulières. Enfin, moi, je fais des pauses régulières. On marche, on attend un peu, on écoute ce qui se passe. Et des fois, ça peut bouger ou quoi. Et on marche encore un peu. Parce que l'animal, lui, est habitué, même si, imagine qu'il vous ait repéré un petit peu, au bruit de pas quand on s'arrête pas, plaque, plaque, plaque tout le temps, là. Et ça, c'est le bruit naturel de l'humain. Il faut marcher un peu, s'arrêter, marcher un peu et enfin, je conseille de faire des pauses et pas marcher, marcher, marcher. C'est important d'écouter ce qui se passe autour de soi. voilà. Alors, on nous demande si on utilise des jumelles en sous-bois. Si le sous-bois est clair, oui, il y a un intérêt. Forcément, si c'est très sale, ben on peut pas, ça sert à rien. Mais nous, on a des sous-bois avec des grands pins. Des fois, il faut les jumelles. Ouais. Ça permet de dans le bois de loin. Ben, nous, on a beaucoup de grands pins. Et des fois, ça permet de voir de loin des animaux qui se déplacent ou qui s'entraînent. Oui, il faut avoir des jumelles. De toute façon, des jumelles tout le temps sur soi. Tout le temps sur soi. Ouais. De toute façon, je pense qu'à l'approche, il faut toujours des jumelles. Ouais, moi, tout le temps. Tout le temps. Euh, Télémètre, bon, ça c'est personnel, mais les jumelles, le vent, comme je disais, le papier, la cordelette qui va nous dépanner pour attacher les pattes, des petits trucs comme ça qui peuvent servir, voire même un petit sécateur auto pour couper les branches quand on fait tout doucement dans les endroits sales sans faire trop de bruit. Couper, mais tout le temps, avoir un minimum de matériel, quoi. Et une petite bouteille d'eau, toute petite bouteille d'eau. Ouais. Et Ce qui est pas surtout la mal, bouteille d'eau. ce qui est pas mal à l'approche, parce que moi j'ai étudié, j'ai fait du sac à dos, j'ai fait de tout.
Moi, il y avait le coup de la banane, là. C'est moins chaud que le sac à dos. Quand on fait que l'approche, il vous faut le bracelet, une petite paire de jumelles qui s'accroche dans la poche du pantalon. Et il me dit bouteille d'eau, ça rentre dans la banane pour l'avoir testé. La banane, c'est pas mal. Après, faut penser, pareil, au sac à dos. Vous avez, au niveau de la fermeture, le petit truc en fer, là. Vous savez, quand il marche, il tape, qui claque, claque, claque. C'est un peu énervant. Et ça peut vous griller. C'est pas grand chose. Mais alors, soit vous le refermez à l'intérieur de la poche et vous la tirez. Faut penser à ça. Ou un petit bout de scotch électricien au bout de chaque. Moi, ce genre de. Enfin, je suis à l'affût de tous les moindres bruits. Moi, ça m'obsède un petit peu. Donc, je mets des bouts de scotch partout. J'aime pas quand je marche, j'entends le moindre bruit. Je cherche tout ça bien parce que c'est dommage de se griller une belle approche. Des occasions, on n'en a pas tout le temps, surtout à une distance à 10 mètres, 20 mètres. C'est dommage de se la griller parce qu'on n'a pas insonorisé les vêtements qu'on a sur soi, quoi. Voilà. Donc, c'est Donc, comme moi, ces petites astuces. Ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai une petite astuce au moment du tir que tout le monde ne apprécie pas. C'est qu'au moment du tir, de l'approche, au moment final, je sors mon carquois de mon arc. Je laisse jamais mon carquois quand je tire. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est pas pratique. Mais bon, c'est sûr que je ne le pose pas au début de l'approche. Je le dépose à la phase finale. Mais c'est évident qu'il y a moins il y a d'objets, de volume sur les arcs. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est mon point de vue sur voilà. Après, c'est personnel. Après, quand tu poseras ton carquois à l'approche, tu me diras que je te suive. Ça peut être intéressant. Mais oui, c'est strictement personnel. Ouais. Je le fais aussi avec mon arc à poli. J'enlève toujours mon carquois quand je suis à l'affût, même à l'approche, tout ça, je le décroche à un certain moment. Ça me fait moins de poids, ça me fait. On se sent plus libre à un certain moment pour pouvoir tirer. Donc, c'est des habitudes. C'est des habitudes. Vas-y. Voilà. On demande s'il y a des spécialités sur les pointes à utiliser pour ce type de chasse. Spécificité. Spécificité, ouais. Ouais, c'est l'après-midi. C'est à cause du carquois. Donc, au niveau des lames de chasse, non, pas du tout. C'est juste qu'il faut adapter ces lames par rapport à la puissance qu'on tire. Là, on en revient aux bases. L'animal qu'on va chasser, les lames vont être adaptées à ça. Comme je reviens comme on te dit, on ne tire pas puissant, on passe sur la bilame, sur du 110 sur de la bilame. On va adapter sa lame par rapport au qui est tiré. Pour moi, ce qui définit, c'est ce qui définit ça, quoi. C'est l'animal adapté, la puissance adaptée, affûté rasoir. Enfin, là, on est sur des bases, sur des bases de chasse plus que sur de la. Des bases de lame rasoir. Après, ce qu'on pourrait dire peut-être par rapport au biotope, si c'est des champs de chaume ou de brindilles, éviter les lames mécaniques qui peuvent s'accrocher dans les herbes et s'ouvrir. Prenez plutôt des lames fixes. Mais bon, tout dépend du biotope. C'est pareil, si vous êtes en sous-bois ou dans les bois de pin qui sont dégagés, des lames mécaniques vont très bien. Donc, tout ça, toujours pareil, c'est l'amalgame de votre biotope et votre logique de chasse. Exactement. C'est votre logique de prédation. La logique pour être efficace et le niveau de la pénétration. Enfin, il y a des logiques obligatoires quand même un petit peu à respecter. Voilà. Moi, je pense aussi, parce que comme je suis conducteur chien de sang agréé à la RGBB, là, je pense aussi à la piste de sang par rapport à mes lames. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que je sais que j'ai des lames qui vont être plus létales que d'autres. Donc, quand je pars à la chasse, au poulie, les articulés ou quoi, je pense aussi au côté piste de sang derrière. Il y a des lames très efficaces qui font moins de sang, mais il y a des lames qui font plus de sang, et ça, je pense aussi à ça. C'est un autre sujet, mais quand je chasse, j'ai toujours ça en tête aussi. Voilà. Juste pour revenir sur le sujet des lames, qu'est-ce que tu utilises comme lame, Fabrice? Alors au poulie, j'avoue, j'utilise des rages, j'ai utilisé de l'Exodus, c'est des trilames, j'étais très fan des Exodus, c'est efficace, ça va bien, c'est super solide. À affûter, c'est moins marrant, mais par contre c'est efficace. Et l'année dernière, j'ai tiré des Schweiker, j'ai eu de bons résultats avec. Pourtant, il n'y a pas eu que des bons avis dessus, mais ça a été. Après, ça voilà. Ouais. Voilà, exactement. Mais ouais, en général, articulé, les petits trilames, il y a des lames de référence comme les Thunder Red, tout ça, c'est des lames qui sont utilisées depuis longtemps, mais qui sont toujours efficaces. De toute façon, moi, je pars, moi, c'est mon raisonnement, mais quelle que soit la lame, que ce soit de la trilame, de la rage, tout ce qu'on veut ou de la bilame,
À partir du moment où on tire dans les zones vitales, le poumon ou quoi, si c'est un fusil rasoir, votre animal C'est ira. bon, c'est Je clair. vois ce que je veux dire. Le reste, après, il y a du côté business, il y a côté tout ce qu'on veut. Mais que ce soit une tonne raid, une Exodus, une Rage, enfin, ou de la simple Zwickey, l'Eskimo ou quoi, vous tirez dans les poumons, l'animal, il fait pas 50 mètres. Si vous le tirez, Ouais. ça sort de l'autre côté, il tombe. Après, il y a une question de, voilà, moi je pense à la recherche, je pense à plein de choses, la pénétration, que on est autre avis, qu'on n'a pas beaucoup de puissance, le sanglier en tirer une bilame, ce qui est parfaitement logique. Mais, ça, moi, c'est ma logique. Mais je reste encore assez pragmatique là-dessus. Pour moi, je reste simple. Si on tire au bon endroit, quelle que soit la lame, on sera efficace. C'est pas la peine de C'est mettre des clair. lames. Un Shinkin comme Surtout le que, raid, vous mettez 20 euros de plus dans la lame, elle sera pas plus efficace. C'est un peu comme voilà. je parlais des poulies où j'étais un petit peu, des fois, à une époque, un petit peu critiqué là-dessus, mais je vais commencer avec un petit beer, là, pas cher, pour faire de l'approche. C'était le première gamme, quoi, 400 euros le kit. Je faisais l'approche avec, alors on me souriait un petit peu. Mais puis bon, je les ai vite fait déjouer, hein. Mais quand on fait l'approche avec, quand je tirais dessus poumon, la flèche c'est la même, c'est un ressort. Hein. Moi je vais traverser un sanglier ou un chevreuil, comment il s'appelait bire, oit, tout ce qu'on veut, qu'il fasse l'animal, il s'en fout, il tombe. Hein. Enfin, Bien comment on sûr. est efficace et précis, voilà. Sachant qu'en plus, à l'approche, on fait des tirs à courte distance. Donc, Mm. n'importe quel arc, on n'a pas besoin d'avoir un super arc. Il suffit un arc qui soit bien réglé. On fait des tirs. Moi, je fais des tirs des fois à 10 mètres. Donc, même un poulie ou n'importe le même basique d'entrée de gamme, ça suffit largement. Ce qu'il faut, c'est faire une plaie qui soit létale, de manière à ce que le gibier tombe rapidement. Euh, je touche du bois. Hein, jusqu'à présent, malheureusement, j'ai eu besoin d'appeler les chats de sang. Ils sont tous tombés à vue parce qu'on fait des tirs assez proches et les tirs, comme dit Fabrice, de qualité. L'animal, si vous faites un tir poumon-cœur, il fait 10 mètres. Exactement. Il fait 10 Ouais. mètres. Donc, avec maximum 50 mètres, vous les ramassez à vue. Donc, mais on ne va pas faire des tirs. C'est généralement dans une approche. Ce qui m'amuse, moi, le mieux sur l'approche, c'est pas forcément le tir. C'est d'approcher le gibier, des fois, après, se lui mettre la main dessus. Et là, vous lui dites, vous le laissez partir parce que là, vous avez gagné votre combat. Ouais, Parce que vous avez été plus fort que l'instinct du gibier. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, la démarche Donc, ultra, justement, ça, c'est par rapport à ça. C'est pour pousser justement la proximité de l'animal, le tir de près et le côté un petit peu gras, là, qu'on arrive au bout avec son bout de bois. Et c'est ce côté-là qui me. Parce que c'est sûr qu'il y a moins d'occasions, il y a pas à dire. Hein. Un Ouais. animal à 20 mètres, au poulie, c'est bien placé. Mais c'est ce côté-là qui va m'amener au travail, oui, effectivement. Là, du coup, je commence à penser à mes lames, mon futur rasoir, mon tiré de près, à droit à l'erreur. On va être accentué sur des détails que j'étais moins avant. Hein. Même je les connaissais, mais Pouli, on a plus droit à l'erreur quand même. C'est clair. Bon, tu recherches aussi l'adrénaline, une autre type d'adrénaline, tu vois, en prenant un arc traditionnel pour faire tes approches. Oui, exactement, exactement. Mais moi, j'ai Ouais. besoin de ça. Moi. Enfin, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas mal d'amis, de copains. Là, je suis en train de groupe qui me connaissent par cœur. C'est de bons amis. Moi, je vis ça. Je suis un petit peu, pas fougueux, mais je suis un grand, grand passionné. Tout ce que je fais dans la vie, soit la chasse ou autre, je fais tout à 100% et j'ai besoin de cette adrénaline. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Il faut pousser les choses. Et si à chaque fois que j'allais à la chasse, les animaux ils tombaient à chaque fois, j'irais pas parce que j'ai besoin de ce côté Ouais. défi. Voilà. Ce côté déjà acquis, voilà, mais j'arrêterai, je pense même. Hein, tout simplement. C'est clair. Mais c'est ça qui m'a poussé à, à abandonner les armes à feu, tu vois. Ouais, j'ai abandonné, là, ça va faire 18 ans que je ne chasse plus avec une arme à feu. Je n'ai plus d'arme à feu. C'est ça qui m'a aussi euh, permis de retrouver une envie de chasser, une envie d'adrénaline que j'avais plus avec une arme à feu parce que c'était trop facile. Parce que c'était trop facile. Mais c'est pas du tout pour comment dire dénigrer mes armes à feu. Je dis ça, Ah attention. non, non, pas du tout, pas du tout. J'ai chassé jusqu'à l'âge de 30 ans. Je chassais à la bécasse. Enfin, j'ai un caractère toujours très indépendant, un petit peu sauvage. Enfin, je suis très social, mais je suis très indépendant. J'aime pas le monde, le bruit, ça gueule partout. C'est pas du tout mon dada. C'est pour ça qu'à chasse à l'arc est venue à moi, ou moi à elle, je sais pas. Et j'ai fait un petit peu de grand gibier au fusil, mais de ce côté où comment ça gueule, enfin, on te crie dessus, puis ça m'énerve vite.
C'est pas mon truc. Ouais. Et moi, quand j'ai goûté la première fois la chasse à l'arc, il y a plus d'une dizaine d'années, et que j'ai approché un animal, un chevreuil à 10 mètres, tendre l'arc, enfin le prélever. Depuis, prendre un fusil et dézinguer quand ça traverse, ça m'intéresse plus du tout. C'est pas de la critique, mais moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce côté des filles, d'approche et de. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est pas juste. En fait, pour être, si je m'appelais ma sorcière bien-aimée ou si j'étais un bricoleur, quand je tire un animal, si je pouvais claquer les doigts ou y remettre un peu de silicone, il repartirait une fois la prélevé, fait la photo, il n'y a aucun problème, quoi. Pour imaginer le truc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça, parce Là, que une fois l'animal prélevé, je préférais qu'il reparte, hein, on est content, écoute, j'ai gagné, t'as perdu, allez hop, allez, on tape sur la patte et tu repars. Ça marche pas. donc, j'ai une question qui peut être intéressante. Tiens-tu compte des phases de la Lune pour choisir tes heures de sortie? Ah, je pense savoir. Alors là, j'ai un doute de ce qui ça peut être, ça. Euh, la phase de la Lune. Alors, je pense qu'il y a une grande vérité là-dessus. J'y tiens peut-être pas assez compte. Moi, je m'en suis aperçu vraiment. Alors, soit à chaque fois c'est mal tombé, soit c'est avéré. Le sanglier, souvent, quand j'ai la pleine lune, là, j'ai rarement du résultat. Et je pense que est-ce que c'est est-ce que c'est le phénomène de la lune? Est-ce que c'est parce que c'est plus éclairé? Ils sont plus sur leur garde? Je sais pas, mais moi, à chaque fois, ça n'a jamais marché en pleine lune de sanglier. Jamais, jamais. Est-ce que c'est des bêtises? Est-ce que c'est avéré? On peut l'en J'ai confirmer remarqué, quand ça a marché? Je sais pas. ouais. Alors, j'ai remarqué que sur les nuits de lune, quand les lunes, plus la lune est claire, plus ton gibier sortira tard le soir, c'est-à-dire après la nuit. Alors que quand Exactement. les lunes sont sombres, il sortira plus tôt. C'est-à-dire qu'il sortira dans les heures de chasse. Alors que si les nuits de pleine lune, la nuit va tomber et que lui, il bougera la nuit. Il sera Ouais. plus diurne. Et Exact- tu le verras moins. Exactement. Oui, c'est ça. Tout à fait. Sortir dans les lunes plutôt sombres. Mm. Mais si on veut continuer dans le côté météo un petit peu, ou la lune ou quoi, par grand vent aussi, quand vous sortez, ben, ça peut être un sujet aussi pour l'approche, hein. Des vents vraiment très forts, les branches cassent et tout. Là, c'est pareil. Moi, j'y vais même pas. J'y vais même pas parce qu'ils sont aux aguets, ils ont peur de tout, ils sont apeurés dans les bois. Donc, par grand vent, moi, ça a jamais marché. Voilà. Alors après, j'ai deux questions qui arrivent de la même personne, de Rémi, qui t'arrive un peu. Alors, la D'accord. première question. Euh, Partir à l'approche quand il n'y a aucun vent, ça vaut la peine. Peut-on approcher à moins de 20 mètres sans faire de bruit quand il n'y a pas de vent, donc brise tournante, donc c'est deux choses différentes pour moi, surtout en forêt où la brise est souvent changeante, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense déjà, si une brise tournante, c'est qu'il y a du vent. Ouais. Ouais. Bon, je vois un petit peu où ils vont en venir quand les vents tournent, ça, les petites brises, sans qu'il y ait de vent vraiment, enfin, un vent d'un sens ou dans un autre, pur et dur. Faut y aller de toute façon, mais effectivement, voilà, il y a toujours un petit peu de vent, mais le vent tourne. Il est arrivé des soirs, ça tourne d'un côté, de l'autre, c'est infernal. Un coup, on est à bon vent, un coup, on est à mauvais. Ça fait partie des aléas. Faut essayer de s'adapter. Je suis peut-être maso, mais j'y vais. Et voilà. Ouais. Après, si c'est des brises tournantes qui ne sont pas très fortes, on peut aussi tourner en même temps, de manière à arriver dans la phase finale à bon vent. Ah, tu cours Mais vite, c'est toi. pas, voilà. Mais là, on fait des kilomètres. Et là, on fait des kilomètres. Voilà. Et alors, il me met une autre question. D'autre part, sur toutes les prises, quel est le pourcentage de prises où le chasseur qui va jusqu'à la distance de tir est celle où à un moment donné, le chasseur s'arrête et c'est le gibier qui vient à lui pour les derniers mètres? Euh, Il y a pas de Enfin, on peut pas établir un pourcentage, ça serait plus que compliqué. C'est tellement différent, tellement varié, les situations à l'approche. Enfin, à chaque fois qu'on me parle, à chaque fois, je me vois des situations dans la tête. Il y en a tellement comme vous, je pense, hein. Vous voyez à chaque fois des situations que vous avez connues. Et moi, je me vois un brocard en bordure d'un canal. Là, j'approchais, je me suis arrêté, je prends la jumelle, puis je m'aperçois qu'en fait, bon, pas de bol pour lui, il marchait vers moi. Donc, j'avais un peu plus de 20 mètres à faire, mais c'est lui qui les a fait. Mais puis, il y a des fois, je l'ai de dos, il marche tranquillement, il mange, et puis
Il n'y a pas de pourcentage. Faut avoir la chasse, c'est une partie de chance en mettant le maximum de moyens de son côté. Mais c'est aléatoire. Ça dépend si on est dans le bon sens quand il va manger, par exemple au ganage. Ça, on peut l'anticiper. Donc, on connaît bien les animaux à l'approche. On sait vers quelle heure ils sortent manger. On sait que si on va se mettre vers le lieu de ganage tout doucement, il y a des chances que le brocard va sortir du bois pour venir vers nous. Ça fait partie de l'anticipation pour l'approche, sur une souille ou quoi. Là, oui, en quelque sens, l'animal va à peu près venir. Mais donner un pourcentage pur et dur là-dessus, non. Après, tout dépend. Si sur l'approche, tu arrives sur une pointe de bois, parce qu'il faut savoir que les animaux sortent sur les pointes de bois, de manière à pouvoir avoir une grande vue pour leur champ. Si tu arrives à bon vent sur cette pointe, pas loin de cette pointe, généralement, c'est le gibier qui va venir à toi, parce qu'il va venir se placer par rapport à sa vision. Si tu es à l'opposé, à toi de le chercher. C'est difficile. Tout dépend du biotope, quoi. De toute façon, la chasse, il n'y a pas de statistiques au niveau. Il n'y a jamais de statistiques. Il y a tellement entre le biotope, sur le terrain, ce qui peut se passer, le trajet de l'animal, nous, est-ce qu'on peut le contourner ou pas pour qu'il arrive de face aussi? Est-ce qu'il y a moyen de le contourner pour mieux l'avoir plutôt que de le tenter de dos? Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas établir un pourcentage dessus. D'où l'importance de connaître vraiment le territoire et de pouvoir aussi anticiper. Donc, voilà. Je pense que c'est un des points les plus importants. Mais ce qui nous améliore là-dessus, il n'y a pas à dire, hein, c'est nos années d'expérience, de toute façon, sur le terrain. C'est ce qui va définir notre réaction, comment on va anticiper tout ça. Voilà, c'est à force de se faire griller qu'on revient parce qu'on est hyper frustré. Et cette frustration, il faut la prendre comme un positif parce que ça, on l'a acquis. J'imagine pas le nombre de fois, si je devais compter, que je suis rentré, j'avais les bouches en colère ou parce que je me suis fait griller, que ça fait 4 fois que c'est les mêmes qui me grillent, tu te dis, mais t'es mauvais. Mais non, t'apprends. Tu te dis, t'apprends à chaque fois. Et souvent, ça m'arrive qu'ils partent, en fait, quand je suis de bonne humeur, ils partent et puis je souris, je fais, bah, écoute, t'as gagné. T'as gagné, tant mieux. Moi, ça me faisait sourire. Ça me fait sourire des fois parce qu'en fait, c'est vraiment ce jeu-là. Ce jeu-là, écoute, j'ai perdu, je rentre chez moi, c'est toi qui as gagné. Écoute, on verra la prochaine fois. C'est ça qui est beau, hein. C'est ça qui est beau aussi. Ou quand tu poursuis un gibier, hein, un beau mâle, et que tu en as plein autour, mais tu ne le tires pas, mais tu veux que celui-là, et tu passes ta saison à vouloir celui-là. Alors que tu as le tir partout, mais tu veux ce gibier et tu joues à cache-cache avec lui. Voilà, on est un petit peu têtu, on dit je veux celui-là, ça serait trop facile, je le veux. J'ai joué avec toi, on va jouer jusqu'au bout. C'est ça qui est sympa. Hein. C'est ça. Mais c'est un peu, c'est l'approche, c'est le style, c'est le bonheur de faire de l'approche, quoi. Il faut l'approche, il faut plusieurs éléments. Il faut être prêt, avoir ce qu'il faut pour le faire de son approche. Il faut connaître bien son territoire, bien connaître le gibier qu'on va chasser, déjà, savoir ses habitudes. Et après, c'est prendre, comme on disait tout à l'heure, l'ennemi ou ses amis sur le biotope par rapport à la situation. Soit le vent, la pluie, tout ça, c'est des éléments. Il faut mettre plus d'amis de notre côté que d'ennemis. Et la façon, je rentre encore dans un domaine un petit peu, mais j'ai remarqué dans l'état d'esprit dans lequel on rentre quand on va chasser, énervé, ça n'est pas bien aussi. Il y a des gens remarqués. Moi, au niveau chasse, je suis bien quand j'ai la tête vidée, quand je suis tout calme, je suis posé. Il y a des fois où on est stressé, où il y a des choses qui nous prennent la tête, où on est un peu. J'ai remarqué, ça y fait beaucoup quand on est sur le terrain à l'approche, on va être concentré sur tout, on va être plus calme, plus patient. Dans l'état d'esprit dans lequel on va attaquer le bois, j'ai remarqué que ça y joue. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Et un conseil par expérience, les portables, éteignez-les. Parce que même sur vibreur, je me suis fait griller et je ne comprenais pas. Hein. Une approche, arrive à 30 mètres près à la phase finale. Et puis, il lève la tête, il aboie, il s'en va. Et tu rentres dans la voiture et tu vois qu'au même moment, tu as reçu un appel, mais tu étais sur vibreur. Et là, tu te fais griller. On ne les entend pas forcément, mais eux, c'est capte tout. Éteignez les portables, c'est tout bête. J'ai une question pour Enzo. Je vois ce qu'il veut dire. J'ai lu la question, c'est Greg. Oui, Greg, ben voilà. J'ai suivi mon chamois toute l'année, cette saison. Et effectivement, au bout d'un certain moment, en fin de saison, j'ai eu une opportunité de tir. Et malheureusement,
à cause de mon ancien viseur, qui était plein de flotte. J'ai loupé mon chamois à 20 mètres, arrêté de plein travers. Et quand on l'a suivi toute la saison, euh, pendant 3 semaines, j'en étais malade. Et puis, tout le monde se fout encore de moi. Tu vois, Greg, à chaque fois, il me remet la même question. Mais bon, ça fait partie de la chasse. Hein. Ouais, voilà. Dans la région, on t'appelle chamois d'or, il paraît. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc après, si on peut récapituler pour les nouveaux, ce qu'on peut vous conseiller, c'est si vous avez la possibilité, commencez à faire des approches sur le ragondin, comme on disait, en prenant les mêmes que si vous approchiez un chevreuil. Pour vérifier les vents, faites vos mêmes approches. Le ragondin, c'est un gibier qui s'approche assez facilement, je dis bien assez facilement, mais qui vous donnera pas mal d'occasions de tir. Donc, travaillez dessus et vous verrez que vos approches, c'est pas compliqué et sur un chevreuil, ça passera aussi facilement. Facilement, bien sûr, entre guillemets, parce que c'est pas évident. Je sais pas ce que t'en penses, Fabrice, mais Non, mais non, tout à fait. Bon, je connais le ragondin. Bon, je vois, je suis pas fou, je vois un petit peu comment ça se passe à travers tout le monde. Je pense que oui, c'est un très, très bon exercice qu'on a la possibilité. On a l'approche, au tir, à tout, dans toutes les positions, comme on en remet tout à l'heure. Je pense que c'est un bon élément. De toute façon, à l'approche, enfin, pour reprendre un peu tout ce qu'on a pris, il faut partir avec le minimum nécessaire, mais important quand même, jumelle, tout ce qu'on veut. Une approche aussi, c'est une observation du territoire. C'est pas juste une approche qu'il faut absolument faire pour être efficace le jour même. Les 10 approches que vous allez faire pour rien, ces 10 approches, vous allez connaître le territoire par cœur, vos animaux, votre brocard, votre sanglier qui sort de la souille. Donc voilà, prenez votre temps et surtout observez, puis prenez de la graine quand vous faites griller. Hein, je dirais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et, oui, en résumé, c'est tout ça. C'est ce qui fait l'expérience de chacun. Hein. et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rapprocher qui font beaucoup d'approches et voyez si vous avez un bon terme et essayez de les accompagner en approche et vous allez apprendre beaucoup plus sur le terrain que dans les livres. Ouais. C'est clair. Pour sortir un petit peu de la question approche, comme tu es responsable d'une association, tu es président d'une association, j'ai voulu c'est ce qu'on a parlé hier soir avec le président lors de notre live. Qu'est-ce que tu penses de ce permis chasse à l'arc qui devrait être mis en place? Ben, à part depuis hier soir, je t'avoue, parce qu'on en a parlé tard hier soir un petit peu, je Ouais. n'étais pas trop penché sur la question. Moi, je pense que ça serait pas mal parce qu'il y en a qui sont purement archers, donc ils vont passer le permis chasse général. Ça n'intéresse peut-être pas trop le reste. Ouais. J'ai du mal à me positionner là-dessus encore. Ok. Parce que quelqu'un qui passe un permis général, je vois mon fils, là, il est en chasse à compagnie, il va passer son permis très vite, à mon avis. Lui, il va passer forcément son permis général, mais il ne sait pas, peut-être que dans 10 ans, le fusil lui paiera, il aura la bécasse au canard, et il passera sa JFO, puis il aura tout. Moi, je dis, plus on en apprend, quel que soit le mode de chasse, voilà. Je pense que c'est pas plus mal aussi. Moi, je vois mon expérience aussi. Ouais, si j'avais 2 vies, je pourrais aller à la bécasse encore. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas le temps. Voilà. Ouais. Ok, je te remercie. Enzo, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. J'ai un petit clin d'œil de Fabrice pour Fabrice. Ah, c'est gentil, c'est les amis qui relèvent un petit peu au niveau de l'association qu'on a au niveau du bassin d'Arcachon. Enfin, elle sert beaucoup comme gestion du territoire du coup maintenant. Là, c'est une petite association locale, j'ai monté. Enfin, c'est hors approche, mais il y a pas mal d'années, la chasse à l'arc, c'était un petit peu un point noir sur le bassin. Donc, ça a été compliqué pour monter une asso. Ça a été refusé localement, entre guillemets, ou enfin, on m'avait fait comprendre qu'il fallait pas que je monte une sur la commune pour l'histoire. Et puis moi, je suis pas le genre à baisser la tête, donc je l'ai monté une carrément sur le Nord Bassin pour représenter un groupe et pour pouvoir avoir des territoires, aider tous les gens du coin et puis être mieux représenté dans les ACCA et tout ça. Et c'est ce qui a fait que c'est grâce à ça, de toute façon, que j'ai obtenu petit à petit un bail au Cap Ferré, un bail au Croc, et c'est grâce à tout ça, il y a
il y a une dizaine d'années que j'ai pu obtenir des territoires. Justement, c'est en montant la sauce, faire connaître et pas en baissant la tête, les deux rangs et se baisser, je te pourrais avoir un seul bracelet. J'ai dit non, pourquoi pourquoi on n'aurait pas droit, pourquoi on ne se défendrait pas, pourquoi on n'aurait pas du territoire. Et donc voilà, donc si je ne veux pas lancer les fleurs ni rien, mais s'il y a beaucoup d'heureux qui chassent sur la commune maintenant, s'il y en a plein qui peuvent prêter leurs patients à Cabinet Archer, qu'on a des 1000 hectares maintenant, et ici sur la commune, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années, il a fallu se battre, il a fallu faire le dos rond pendant des années pour se faire accepter, et en même temps, pas trop se laisser faire non plus, et monter quelque chose, quoi. Mais bon, ça, c'est pas l'approche, mais ça fait partie un petit peu de mon parcours. Voilà. Mais je pense que ça fait partie du parcours de beaucoup d'entre nous, hein, qu'on a eu exactement les mêmes soucis. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que il faut pas baisser la tête, il faut pas faire le dos rond tout le temps et qu'il faut bousculer même, qu'il faut bousculer les mentalités parce que on me dit souvent oui, mais pour s'imposer, pour pouvoir être accepté, il faut rentrer par la petite porte, tout ça. Non, non, je suis désolé, je suis un chasseur comme un autre, j'ai mes droits, je chasse différemment, j'ai une arme différente, mais j'ai exactement le même droit. Donc, tu l'acceptes pas, ben, je fais autrement, je vais ailleurs, je fais autrement. Donc, à un certain moment, il faut arrêter toujours de dire oui, mais il faut qu'on fasse nos preuves, il faut qu'on rentre, qu'on lèche les culs. Voilà, je vais quand même être grossier, qu'on lèche les culs au président, aux représentants des bureaux, tout ça, pour avoir un bracelet. Chevaux, il va avoir le droit de tirer un renard, tout ça. Non, non, il faut arrêter. À certain moment, il faut dire stop. Et il faut aller de l'avant et il faut s'imposer. Ouais. Il faut s'imposer. De toute façon, à un moment donné, il y a toujours ceux qui subissent un petit peu partout. Et au bout d'un moment, comme moi ou toi ou d'autres, on est les vilains petits canards. Au bout d'un moment, on se dit, tu sais quoi, on va monter ça, on va y aller, on va faire un article, je vais monter une asso, que moi j'ai déjà fait sur le Sud-Ouest. J'y ai ben non. Mais c'est bien parce qu'il faut toujours quelqu'un qui emmène un petit peu tout le monde et qui, du coup, ça ouvre d'autres choses. Et tant pis, on fait pas que des amis. On est confronté à certaines choses, il faut s'expliquer, mais il faut pas se laisser faire. Et puis ça apporte que du bien. Parce que ça fait quelques années, je pense qu'on est un petit peu gâtés ici. Et on l'était pas du tout à une époque. Il fallait pour avoir quelques bracelets, il fallait d'accord, oui, mais tu participes à la fête, à la scie, au loto, là, voilà. Et comme tu dis, il faut se pencher pour avoir. Tu te penches pour avoir quelque chose. Voilà. Ouais, tout à fait. En gros. Mais faut rester quand même fair play, toujours correct. Ça passe toujours mieux dans tous les cas. Faut dire les choses. Mais voilà. Faut rester toujours dans la correction, dans la communication. Faut toujours rester, dans tous les cas, faut rester correct. Voilà. Mais il faut pas se laisser faire non plus. Hein. Voilà. Ouais. Mais là, j'ai une question. Je ne sais pas qui c'est qui la pose parce que je n'ai pas le nom. Et alors, la question qui tue, ma société Monaca me refuse l'arc comme arme. Est-ce que c'est normal? Alors moi, par expérience personnelle, en tant que président de l'association départementale des chasseurs à l'arc de l'An, je chasse aussi sur ma commune où pendant des années, ils n'autorisaient pas. Donc, j'ai toujours eu à que faire avec des mentalités un petit peu fermées. Mais non, ils ne peuvent pas t'obliger à ne pas chasser à l'arc. Donc, l'arc, c'est une arme de chasse. Tu peux chasser à l'arc. Ils veulent ou ils veulent pas, tu peux chasser à l'arc. Donc, ils peuvent. Si je peux vous lever sur ce point, en fait, ils ne peuvent pas t'interdire de chasser à l'arc, mais ils peuvent t'interdire de te donner un bracelet. C'est ça la différence. En fait, ah ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. En fait, tu peux aller chasser à l'arc en le faisant ce que tu veux. On ne peut pas t'aller chasser à l'arc, sinon c'est la discrimination d'une arme à une autre. C'est une arme de tir aussi bien que le fusil, la chasse à l'arc. La loi. Donc, ils n'ont pas le droit de t'interdire. Mais ils peuvent t'interdire de te donner un bracelet. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a pas mal de sociétés, moi j'ai le cas, il y a pas mal de sociétés que même en battu, ils n'acceptent pas les archers. Parce qu'ils partent du principe qu'un arc ne tue pas. Donc, mais il me semble que
veux. Bon. Ça, on passe sur un éternel dossier. Tu Ouais. penses que pour être limite, on pourrait peut-être prévoir un Live pour live ça. plutôt. On Ouais, fera un live pour ça. On fera un live pour ça. peut-être en invitant le président de la fédération de chasse, Willy, pour qu'il puisse débattre de ça. Ce serait Ouais, une mais plusieurs solution. présidents ou plusieurs ouais, responsables. Ouais. Faire un débat Mais sur on, ça. mais on a invité, tu vois, en revenant un petit peu sur ça, je pense que ça serait plus constructif d'inviter, de faire un live et d'inviter des présidents ou des responsables d'associations pour venir en débattre, tu vois, que à niveau de la FNC. Parce que la FNC, il va te dire non, la seule chose qu'ils te disent, et moi j'ai eu discuté avec Willy pour ces problèmes-là, et la seule chose qu'ils disent, non, l'arc, c'est une arme de chasse, il ne peut pas être interdite. Donc là, Donc, à la limite, la chose qu'on pourra faire, c'est organiser un débat. Bon, on ouais, n'aura pas de 50 personnes, mais au moins avec 2-3 personnes, selon le live, ce qui nous permettent d'incorporer et faire un débat sur ce sujet. c'est Voilà. clair. C'est clair. Pour revenir à l'approche, mon cher Enzo. Ouais. Donc, Mais ça fait partie de la chasse. Ça fait partie de la chasse. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, on discute de tout. Je suis d'accord avec toi. Là, on est là aussi pour aider, donner des conseils sur l'approche principalement. Demain, on parlera des urbains et affûts en hauteur. Donc, pour en revenir un peu à la chasse à l'approche, si on peut conclure sur certains points, première chose, c'est préparer votre chasse, hein. Préparez vos chasses, vos éléments pour votre chasse. Connaître votre territoire. Le territoire, vous pouvez le connaître très bien. Fabrice va me le contredire. Si vous ne connaissez pas trop, vous y allez avec un petit tabouret. Vous avancez dans un coin, vous restez 10 minutes, un quart d'heure, vous observez. Et vous vous déplacez. Apprenez à connaître votre territoire, à connaître le biotope, vos vents dominants. Parce que souvent, vos vents seront souvent d'un sens. Ça vous permettra de commencer votre chasse toujours par un endroit plus précis. Les vents peuvent tourner, mais préparez bien votre matériel, préparez bien tous vos éléments. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Tout simplement. Et rapprochez-vous. Vous pouvez toujours nous contacter, mais rapprochez-vous aussi de chasseurs autour de vous qui chassent pas mal à l'approche et ils seront toujours de bons conseils à vous donner. Je vais laisser le mot à Fabrice pour conclure. Non, mais pour conclure, voilà, je pense qu'on est passé par tous les points. J'ai essayé de vous livrer mon expérience sur le terrain et par rapport à mon biotope que j'ai ici, comme je disais, parce qu'il faut s'adapter à tous les biotopes de chacun. Mais voilà, soyez la simplicité, les vêtements, pas de bruit, connaître votre terrain, le matériel adapté. Enfin voilà, le vent, enfin faut rester sur de bonnes bases et après, c'est le temps qui fera le reste et que vous allez vous adapter quoi. Vous êtes plus efficace et vous approcherez les animaux de plus en plus près. Mais n'abandonnez jamais, prenez votre temps tout le temps. On dit que l'homme marche toujours trop vite et c'est vrai, on marche toujours trop vite. Donc prenez votre temps parce que on accélère tout le temps inconsciemment quand on fait l'approche. Au début, on est tellement au taquet et au fur et à mesure, on commence à accélérer, on fait pas gaffe à la brindille. Donc, ce qui est dur, c'est rester concentré du début de l'approche qu'à la fin de l'approche, parce que c'est à la fin qu'on a des occasions. C'est là où on est moins concentré, c'est un peu en hauteur, Tristan. On commence à remuer un peu dans tous les sens, alors que c'est l'heure critique, faudrait bouger le moins. C'est là où on bouge le plus. Mais l'approche, c'est pareil. Voilà. Et si vous voulez vraiment, et je me répète, observez un chat à la chasse, observez-le et vous aurez tout compris de ce qu'est une approche. C'est bête, mais observez-le, vous allez voir que c'est le meilleur instructeur pour faire de l'approche. Mais vous ne le tirez pas, hein. Hein? Je dis, vous le tirez pas, vous l'observez seulement, hein. Et puis, en période de confinement, ceux qui ont perdu du poids, l'approche est une excellente façon de perdre du poids. Donc, mentalement et physiquement, ça va vous apporter. En une saison d'approche, en un été d'approche du moins, je séchais, c'était incroyable. Surtout dans les pare-feux là, de sable, je peux vous dire que c'est pas mal. Donc, ça permet de se faire plaisir un petit peu et après se dire, on s'en fout, 1er juin, je perds du poids.
Voilà, c'est un message pour moi. Hein. Ah non, je ne me serais pas permis, on ne se connaît pas assez. Et je vais rebondir sur les gilets de tout à l'heure. Mettez une gilet au mois de juillet quand il fait très chaud, vous allez voir que vous allez transpirer. C'est clair, c'est clair. Mais t'es arrivé de faire un coup en plein après-midi, hein, un coup de tête. Je voyais que la température, en fait, c'était à Lège, là, je me rappelle très bien. Chez moi, parce que j'ai ma femme à côté, ça me fait rappeler à ça. Il était quoi, à 4 heures, un truc comme ça. C'était en plein été, et puis c'était un été, des fois, où il faisait un peu plus sombre, où la température avait baissé. Et je lui ai dit, écoute, je le sens bien, là, je m'en vais. Et il faisait pas 30 degrés, il faisait hyper bon l'après-midi. Et j'ai dit, allez, j'y vais. Je fonce, je prends matériel, tout. J'ai pris l'autogrimpant pour voir si jamais je pouvais improviser à l'autogrimpant. Et je pars à l'approche du bousson au milieu d'une coupe, ce qui n'est pas le plus facile. Hein. Et je pars carrément au milieu de coupe, et je sais qu'au milieu des coupes, souvent il y a des petits bosquets ombragés, et je sais que les brocards, ils ont tendance un petit peu à se coucher là l'après-midi. Et je me suis dit, avec le il y a peut-être des chances que j'y arrive. Et donc, oui, il était 4 heures l'après-midi, et j'arrive avant le bosquet, j'entends partir devant moi. Le brocard, il part, les chevrettes partent de tous les sens. Mais dans ma tête, justement, ça vient à l'approche. Au début, j'ai dit mince, je me suis fait griller. Et après, je me suis dit attends, je me suis peut-être pas fait griller dans le sens où ils n'ont pas percuté que c'était l'humain, un humain qui leur a fait peur. Ils ont entendu un bruit, ils sont partis. Et là, j'avais quelques secondes pour réfléchir. Je me suis mis là où ils étaient couchés. J'ai vite posé mon autogrimpant. Je me suis mis un genou à terre. J'avais qu'une branche. J'ai mis un coup de butolo. Le brocard, il a fait demi-tour. Il est arrivé en courant, j'avais tendu l'arc, j'ai laissé passer, je l'ai prélevé, et en plein milieu d'une coupe. Alors, comme quoi, il faut s'adapter, il faut essayer de réfléchir sur le coup, qu'est-ce que je fais? Parce que sur le coup, il y en a qui auraient dit, bah, mince, je me suis grillé, ils sont partis en courant, je m'en vais. Et j'ai dit, attends, ils ont peut-être eu peur, mais pas de moi. Parce qu'un sanglier peut craquer des branches, plein de choses craquent les branches. Je lui ai dit, il y a peut-être moyen qu'ils ont eu peur d'un bruit, mais ils n'ont pas capté que c'était un humain. Et bon, c'était une anecdote, que c'est un super souvenir. Mais c'est partie des moyens de s'adapter sur le terrain à chaud. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc Enzo, le mot de la fin. Ben écoute, c'était un super live, c'était un super moment d'échange. Merci Fabrice, parce que tu as éclairé quand même pas mal de questions, même pour des chasseurs comme moi on pratique moins l'approche. Et j'espère que ça aidera aussi pas mal de monde. En tout cas, voilà, je suis super content. On a fait, je pense, un joli live. Après, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de connectés. J'ai pas la statistique, c'est Marc qui les a. Mais je pense que voilà, il y a eu quand même pas mal de questions, comme je t'avais dit hier. Tu vois. Et voilà. Et pour moi, c'était un joli live qu'on a fait. Donc merci. C'était très sympa. Merci. J'espère que vous avez apporté quelque chose à ma petite expérience. Et puis, voilà, de toute façon, on a tous apporté de chacun. Mais j'ai écouté Marc un petit peu aussi sur ses conseils. Donc, c'était pas mal aussi. Toi aussi, avec ton fameux chamois. Donc, c'était très intéressant. Voilà. Donc, je remercie Fabrice d'avoir participé à ce live. Je vous rappellerai simplement que nous sommes toujours accessibles parce que ces lives ne sont pas sont là pour vous apporter des renseignements. Donc, plein de chasseurs à l'arc sur le site de membres. Fabrice est accessible. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et puis, même en continuant, si vous êtes fait aboyer, vous avez perdu, n'hésitez pas à demander notre avis. On peut vous aider. Tout ça. Et je vous donne rendez-vous demain soir à 18h où nous aborderons les affûts en hauteur avec Sébastien et la sage en périurbaine. Et on parlera surtout de sécurité du Tristan. Voilà. Je vous remercie bien. Passez un bon après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt.